hospitalité. Je suis ici comme j'étais à Briançon, pour les états généraux des migrations déjà, comme je serai à Grande-Synthe début mars, parce que en tant que journaliste, je suis aussi un citoyen et que Mediapart, c'est un journal dans la société et qui accompagne, comme un journal participatif, ceux qui bouillonnent pour élever le débat et relever au fond l'espoir. Pas loin d'ici, vous savez mieux que moi, quand Stéphane Hessel a fait son discours hier qui est devenu Indignez-vous, les derniers mots de ce texte c'était résister c'est créer, créer c'est résister. Ce que vous faites en résistant à une politique dont je vais parler après, c'est créer. Les solutions, c'est vous qui les avez, c'est vous qui les inventez. Je dis ça parce que toute l'intelligence collective qu'il y a eu dans les ateliers et dans tous ces états généraux porte des réponses autrement pertinentes que beaucoup de politiques d'en haut. Et ce qui est en jeu dans ce qui se passe sur cette question des migrants, des réfugiés, des exilés, j'aime dire, comme le maire de Grande-Synthe, des demandeurs de refuge, c'est au fond comment reconquérir la politique comme un bien commun. Comment ne plus se laisser aller au désenchantement, à la démobilisation, à l'aigreur, parfois au ressentiment. C'est comme ça que se réinvente la politique. C'est ce que veut dire cette formule « résister, c'est créer, créer, c'est résister ». Et je trouve très fort que cela se passe non pas sur une question partisane, car il n'y a pas d'intelligence automatique de quelque formation politique que ce soit sur cette question. En revanche, c'est une épreuve morale que nous ressentons comme telle et qui traverse toutes les familles de pensée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens d'horizons très différents qui croient au ciel ou qui n'y croient pas et qui se sentent requis par l'essentiel, comme dans d'autres épreuves qu'a vécu notre pays. Comme à la fin du XIXe siècle, la naissance des xénophobies modernes, comme au cœur de la catastrophe européenne, comme pendant les guerres coloniales avec la perdition dans la torture. Il y a un moment où, voilà, il faut dire non. Et ce qui se passe ici, ce n'est pas un hasard, puisque, je l'avais dit à Briançon, il y a quelque chose de très fort dans ce passage de témoin entre marins et montagnards. Au fond, ceux qui ont à voir avec comment les éléments se déchaînent, avec la réalité violente que peut avoir la nature, et qui, dans ces cas-là, ils ne font pas le tri, justement. Ils ne demandent pas, est-ce que tu es un réfugié politique, un migrant économique? Ils ne demandent pas d'où tu viens, ils sauvent. Et comme ça, ils sauvent notre âme et la leur. Alors, ici, à Chambéry, c'est le thème de l'interpellation, parce que ce n'est pas dans n'importe quel moment, c'est cette semaine que tout va s'accélérer. C'est cette semaine que va être déposé ce projet de loi, dont nous connaissons à peu près les grandes lignes, qui synthétise la politique la plus régressive depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une politique migratoire, c'est une politique anti-migrant. C'est une politique qui criminalise le fait de vouloir venir, puisqu'il y a une disposition où les jeunes qui passent par le col de l'Échelle, là, près de Briançon, eh bien, s'ils sont pris, sauvés par le peloton de haute montagne, eh bien, ils iront en prison, 1 an de prison. Non seulement la criminalisation de ceux qui portent secours, mais la criminalisation de simplement ceux qui veulent passer. Plus encore, il y a le passage à cette stigmatisation du migrant économique, qui est maintenant dans tous les discours politiques. Une partie du pouvoir actuel, le leader de la droite, qui est aussi un élu de la région, et également certains qui gouvernaient il y a peu, je pense à un ancien Premier ministre socialiste. Vous les entendez dire, désormais immigration zéro, migrants économiques zéro. Nous ne pouvons prendre que s'il y a vraiment une persécution. Mais qui disait ça depuis des décennies? Qui disait ça dans notre pays depuis la Deuxième Guerre mondiale? L'extrême droite, les xénophobes, les racistes,
qui disait immigration zéro. Pourquoi disait-il immigration zéro? Pour pouvoir installer cette idée que, au cœur de la population, pour le travail, la richesse, et ça a été dit tout à l'heure, la richesse c'est le travail, avoir un travail, une formation, eh bien c'est la préférence nationale. Ça doit être entre Français, bien labellisé Français. Et c'est comme ça que devient une évidence le fait d'être dans un entre-soi. Et d'oublier ce que nous sommes, un pays qui s'est fait de migration intérieure, et les Savoyards le savent tout autant que les Bretons dont je suis, et qui s'est fait évidemment par le monde qui est venu à lui et qui lui a apporté une richesse et une dynamique. Alors, nous savons très bien que c'est une épreuve politique qui nous attend, car nous sommes dans ce pays-ci qui n'est pas un pays de démocratie délibérative. Nous sommes dans un pays où la volonté d'un seul s'impose au pouvoir de tous. Nous sommes dans un pays où, malgré leurs états d'âme, les parlementaires sont soumis au bon vouloir présidentiel. Et donc seul le rapport de force de la société peut les amener à bouger, peut les amener à vraiment se mobiliser. On a vu comment le « en même temps » de la campagne présidentielle a disparu, comment on s'est retrouvé avec un discours d'autorité à Calais. Je vous écoute, mais c'est cause toujours, et moi je sais, et moi je suis le sachant qui vais décider à votre place. Et donc il y a un vrai enjeu de défendre, et je vais y venir, un principe essentiel, car les mêmes qui veulent que l'humanité ne circule plus, sont les mêmes qui veulent que l'argent circule, que la finance circule, qu'elle ait ses lieux de piraterie, que les marchandises soient là, que le seul critère soit la concurrence, la compétition, le chacun pour soi, l'égoïsme, et dans le rejet de l'autre, va de pair avec cette façon de voir notre monde comme s'il n'était fait que de marchandises, que de s'enrichir et d'oublier le lien avec les autres. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ici, ce que vous faites, c'est de montrer que vous êtes les réalistes et vous êtes du côté de la sécurité. L'irréalisme et le danger, il est du côté de ces politiques qui sont là et qui ne font que s'accélérer depuis des années. On l'a vu à propos de la Méditerranée, on l'a vu à propos du drame syrien, on l'a vu quand l'Europe a demandé à l'Italie d'arrêter Mare Nostrum, où là on sauvait, et en sauvant, eh bien, il n'y avait plus ou moins ce cimetière marin, et où il y avait des solutions, et il y avait une mobilisation de la société italienne. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Frontex. On a commencé à dire, on va faire des murailles, y compris dans la mer. Et puis, à ce moment-là, il n'y a que le premier pas qui coûte. Après, on a dit, du coup, on va demander à d'autres de bloquer pour nous, les pays sûrs. Du coup, on va donner de l'argent au régime turc pour qu'il bloque. Et du coup, on lui en a donné beaucoup. Et il bloque. Mais du coup, on a fermé les yeux sur son cours autoritaire, sur les intellectuels, les opposants, les journalistes, les Kurdes, et ainsi de suite. Et puis du coup, l'humanité, eh bien, quand elle est bloquée quelque part, elle contourne. Et beaucoup de ceux qui sont ici le savent, eh bien, c'est la Libye. Et la Libye, tout le monde l'a oublié, mais il y a 4 mois, l'actuel gouvernement avait dit, parmi les pays sûrs, il y aura la Libye. Oubliant notre responsabilité dans le drame libyen, cette guerre qui a privé d'un président de la République française, qui a dévasté ce pays, qui l'a détruit, qui a libéré son arsenal, qui a favorisé évidemment le djihadisme. Et alors qu'il n'y a pas d'autorité, notre gouvernement a dit on va négocier, on va donner de l'argent à la Libye pour qu'elle bloque. Vous connaissez la suite, et heureusement qu'il y a des journalistes. La suite, parce que les organisations humanitaires le savaient, mais pour continuer à y aller, elles ne le dénonçaient pas trop publiquement, qu'il y avait des camps vraiment presque de concentration, qu'il y avait des tortures, une brutalisation des demandeurs de refuge, de ceux qui bougent. Eh bien, il y a eu ces révélations par des journalistes américains d'un marché aux esclaves, du migrant devenu une marchandise, vendu comme un esclave, avec aussi sur fond d'un racisme par rapport aux populations venues d'Afrique subsaharienne. Et donc tout d'un coup, le pays sûr, eh bien, on a vu que c'était un pays où s'installait encore plus une barbarie, et où notre politique créait cette barbarie. De la même manière que l'Europe n'est pas la première destination de ceux qui migrent dans le monde, mais en revanche elle est devenue la plus dangereuse par notre politique.
les 40 000 morts en Méditerranée, et puis plus sur le continent africain, sont liés aussi à cette politique de clôture et de fermeture. Alors, dans ce contexte, il faut défendre, je crois, le fait que nous défendons un principe face à ceux qui, au fond, nous déshumanisent. Et je le pense vraiment. Le mot « camp », par exemple, est revenu dans notre langage en Europe. Il y a des camps, et on discute de comment on organise des camps pour des gens qui n'ont pas commis de délit, qui simplement veulent vivre dignement. Il y a la militarisation de la répression de ces personnes qui ne font que bouger. Il y a la criminalisation de ceux qui les aident. Et puis, il y a le tri aussi au cœur de la misère. Vous vous souvenez, la circulaire sur l'hébergement d'urgence, qui a fait se soulever Emmaüs et bien d'autres. Quand on n'a pas de toit, eh bien, on offre un toit, mais on ne demande pas le certificat de baptême pour ce toit. Et tout d'un coup, il y avait l'idée, on va aller dans ces lieux d'hébergement d'urgence et faire le tri. Et on commence par certains, mais après on continuera à faire le tri. Le tri selon l'origine, le tri selon l'apparence, le tri selon la religion. Vous défendez le réalisme et vous défendez les principes. Le réalisme, c'est que cette humanité, elle continuera à bouger. Elle est là, elle s'ébranle. Ceux qui disent, par exemple, et là, c'est aussi un argument qu'il faut démonter, que tous les économistes racontent, disent, il faut faire de l'aide au développement dans les pays d'origine, comme ça, cette jeunesse, elle restera dans ces pays d'origine. Elle ne viendra pas ici. Mais nous avons vécu, nous-mêmes, et nous pouvons comprendre ce que disent les économistes, qui disent, mais quand l'Afrique bouge, l'Afrique est connectée, comme nous tous, l'Afrique fait partie du concert du monde. Eh bien, dans ce moment-là, sa jeunesse, elle veut voir le monde. Quand il y a eu la première révolution industrielle en France, fin du 18e, début 19e, qu'est-ce que ça a provoqué? Eh bien, nos migrations intérieures. Quand on sort de la misère la plus crasse, la plus noire, qui vous enquiste, eh bien, vous voulez bouger. Quand il y a du développement, on bouge, comme notre jeunesse a envie de bouger. Donc nous défendons, vous défendez un principe, mais un principe que l'Europe a énoncé, et qu'elle a énoncé parce qu'elle a mis le monde au bord du gouffre, par les nationalismes, par la haine de l'autre, par la peur de l'étranger. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que nous naissons tous libres et égaux en dignité et en droit. Ils ont mis le mot dignité qui n'était pas dans notre Déclaration des droits de l'homme, et ils l'ont mis en premier. On veut vivre dignement, on veut avoir une espérance, on veut avoir un chemin. On ne veut pas être assigné à résidence. Or, la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit, et c'est un droit fondamental. Nous avons tous le droit de quitter notre pays de naissance. Et nous avons tous ce droit fondamental de choisir notre pays de résidence. Car il y a un hasard malheureux de la naissance. Si je nais dans un pays d'injustice sociale maximale, de déni démocratique total, de guerres répétées, de torture, de violence et de dérèglement climatique, eh bien je vais bouger. Je vais bouger pour me sauver, pour sauver ma famille, pour me sauver moi-même, pour retrouver ma dignité. Et donc, nous sommes au cœur de quelque chose qui est essentiel. Car nous sommes dans cette politique de clôture en train de nous oublier nous-mêmes. D'oublier que c'est le monde qui nous a fait notre richesse, qui a fait notre dynamique, qui a fait cette projection, cette invention de l'Occident, qui a dominé le monde pendant 5 siècles. Et donc, c'est le lien au monde qui est en jeu dans cette histoire. Nous ne réussirons pas à faire une citadelle. Et si nous voulons faire une citadelle, nous allons faire des barbelés, des militaires, des guerres, des violences que nous allons encore plus créer, comme nous avons été indifférents au sort des peuples au moment des révolutions arabes, et que nous avons laissé les contre-révolutions se développer, les dictatures arriver. Et du coup, comme nous avons été indifférents avant au point de créer une bonne part des violences qui s'expriment là-bas et qui nous frappent. Et du coup, nous sommes dans un enjeu. Édouard Glissant, un grand poète de mon pays d'enfance, la Martinique, dit cette formule que vous illustrez. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Nous sommes ici, nous agissons au plus près, et c'est au plus près que se font les réponses. Mais c'est
nous ne pouvons agir qu'en lien avec le monde, car nous sommes faits du monde. Et si nous oublions ce lien avec le monde, nous commençons nous-mêmes à nous retirer du monde. Ma culture est récente, mais vous êtes dans la ville où il y a face à face Joseph de Metz d'un côté et de Boigne le général de l'autre. D'un côté les richesses venues de la projection de l'Occident sur le monde, du pillage d'autres pays, pour le meilleur et pour le pire. Oui, pour le pire, la colonisation, on s'est invité chez les autres sans leur demander, mais ça nous a aussi transformés, ça nous a aussi fait découvrir l'autre, sa culture. Et puis en face, vous avez de Maistre. Et de Maistre, c'est quoi? C'est l'inégalité naturelle. Joseph de Maistre, c'est le premier théoricien, intellectuel brillant, non, nous ne naissons pas libres et égaux en droit. Nous naissons inégaux, il y a des ordres, il y a des hiérarchies de culture, d'origine, de religion, etc. Donc vous voyez bien qu'en parlant très concrètement, les solutions concrètes, c'est vous qui les avez. Vous réenchantez le fond d'une politique commune, le fond d'une politique démocratique, que la loi ne peut pas se faire sans ceux qui agissent, sans les solidaires, sans les hospitaliers, qu'il faut les écouter, et qu'eux ont une expérience concrète qui vaut plus que celles qui sont dans leur bureau, de ceux qui sont dans leur bureau, qui sont dans leur vision statistique, qui ne voient l'humanité que comme un tableau Excel, et qui n'ont pas ce rapport concret à la réalité. J'en termine en vous disant ceci qui était au cœur de cet appel dans le devoir d'hospitalité. C'est cette question, pour moi, du prochain et du lointain. Cette question que c'est en accueillant ce qui vient du lointain qu'on trouve le chemin du prochain. Et c'est une sagesse commune à ce qu'ont de meilleur les trois monothéismes, à l'esprit des Lumières laïques, et aussi aux vieilles philosophies antiques, cette idée de l'accueil, de l'hospitalité, justement, de Zeus hospitalier. Comment résumer tout cela? Nous avons dit au XXe siècle qu'un peuple qui en opprimait un autre ne saurait être libre. Eh bien, un peuple qui ne sait pas être au rendez-vous des solidarités élémentaires avec l'étranger qui demande asile ne saura plus les défendre pour lui-même. Ce que vous faites ici, c'est de combattre une politique qui, en prétendant nous protéger, nous désarme, qui répand l'égoïsme, qui répand le repli sur soi, qui répand l'indifférence. En refusant cette humanité du lointain, nous ne serons plus au rendez-vous du prochain. Nous déferons nos propres solidarités. Il n'y a pas un imaginaire politique, là, qui soit capable d'affronter les forces de la peur, de la haine qui ont été évoquées tout à l'heure. Au contraire, on est en train de leur tracer la route. L'imaginaire, c'est vous qui le portez. Et la politique, c'est un imaginaire comme bien commun. Et c'est comme ça que nous arriverons à nous redresser. Sinon, ce sera une catastrophe.